Alors, merci et bonjour d'avoir pu vous rendre disponible pour cette réunion importante à propos des masters. Donc, je voulais remercier Mesdames Tapia et Bailara qui sont responsables de la mention master pour la coordination et la réalisation et l'animation de cette réunion ce soir. Et je remercie énormément les collègues aussi responsables des parcours qui ont pu se rendre disponibles ainsi que les étudiants pour cette réunion. Je remercie également tous les services de secrétariat et autres de la scolarité qui sont également là, et de Sylvie Pellerin qui est aussi là, présente également pour cette réunion, pour ce forum des masters. Je donne maintenant la main à Géraldine et Katia, donc Géraldine Tapia et Katia Mbalara, qui vont vous expliquer et animer le programme de ce forum des masters. Oui, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce forum des masters qui, comme vous le savez, n'était pas prévu sous forme de webinaire, hein. On était censé se retrouver à Broca 1. Mais vous connaissez la situation sur le campus de la Victoire. On a longuement réfléchi donc avec ma collègue Katia Mbellara, avec qui je coporte la mention master, et c'est à ce titre que nous intervenons aujourd'hui pour vous présenter ce parcours avec, bien sûr, en association avec les secrétariats et les collègues. Nous avions prévu donc un forum des masters en présentiel. On a longuement réfléchi à essayer de le déplacer parce que c'est aussi une journée de mobilisation nationale. On sait que des collègues sont mobilisés dans ces manifestations. On sait aussi que des étudiants y participent, donc on est très au courant de tout ça, mais on n'a pas réussi, pour tout dire, à trouver une date satisfaisante pour déplacer ce forum des masters. Et donc, on a décidé de le maintenir malgré tout, malgré cette journée de mobilisation aujourd'hui, et puis malgré aussi l'occupation du site. Et donc, on a décidé de le passer sous ce format-là, qui n'était pas donc le format initialement prévu. Ceci étant, on a quand même réussi à, je crois, réunir à peu près tous les collègues. Vous allez voir, il y a quand même des représentants de parcours qui pourront pas être là et qui seront pas représentés aujourd'hui, mais malgré tout, on a quand même réussi à faire quelque chose qui, on l'espère, et sera suffisamment informatif pour vous. Et donc, on a pensé faire une présentation dans l'ordre suivant. Donc d'abord, on va vous présenter un petit peu l'offre de formation rapidement, hein, en master 1 que l'on propose à l'université de Bordeaux. Ensuite, on fera une petite partie sur les présentations des modalités d'admission sur la plateforme Mon Master. Alors, sachant que normalement, évidemment, ce forum des masters n'a pas pour objectif d'être une réunion d'information sur Mon Master comme on a pu en avoir tout au long de cette année, mais évidemment, c'est compliqué de ne pas parler de cette plateforme au cours de ce forum des masters, qui est directement lié en fait à vos candidatures sur les différents parcours. Donc, on en dira deux mots. Ensuite, je vous propose que les responsables de parcours qui ont pu être présents aujourd'hui, donc vous allez voir, c'est pas tout le monde, puissent parler un petit peu de leur parcours et puis des modalités aussi d'admission dans leur parcours respectif. Donc, les collègues de psychologie du travail s'excusent, on aura juste un diaporama à présenter, donc ils ne pourront pas être présents aujourd'hui, mais on pourra quand même essayer avec Madame Bellara de parler un petit peu pour eux dans leur parcours, puisqu'ils nous ont quand même laissé un diaporama à notre disposition pour en parler aujourd'hui. Et les collègues du parcours de psychologie de la santé ne seront pas là aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas souhaité l'être. Ensuite, il y aura l'intervention de Sylvie Pellerin, que je remercie beaucoup d'être là, qui nous proposera quelques diapositives pour vous aider en fait justement dans vos candidatures respectives sur les parcours. Donc c'est bien qu'elle arrive un petit peu après, justement, que les responsables en aient parlé, comme ça elle va pouvoir un petit peu vous indiquer comment vous pouvez vous rapprocher de ces services et comment elle peut appuyer en fait vos démarches de candidature. Ensuite, il y a toute une partie où on a souhaité avec Madame Mbellara depuis le début, on est soucieuse aussi de faire du partage entre pairs des expériences. Et donc, on a demandé à tous les responsables de parcours de solliciter leurs étudiants pour essayer de faire une petite vidéo et ils peuvent comme ça vous parler de leur expérience de parcours. Donc, je vous remercie les collègues d'avoir sollicité leurs étudiants pour ça, et je remercie bien sûr les étudiants qui ont bien voulu se prêter au jeu de faire une petite vidéo pour vous parler, hein, de leur expérience dans leurs parcours respectifs.
Si on a le temps, et uniquement si on a le temps, on parlera un tout petit peu d'insertion professionnelle, mais je voudrais en fait surtout garder pour ce forum des masters un temps d'échange. Alors, ce temps d'échange, en fait, c'est un temps d'échange qu'on essaie de garder à la fin. Et s'il vous plaît, je demanderai de garder vos questions pour cette toute fin, afin qu'on puisse gérer au mieux cette réunion. Vous êtes nombreux. Peut-être qu'on peut imaginer que pendant que les responsables et les étudiants vont parler, il y a des questions que vous vous posez qui pourront avoir trouver réponse. Et aussi, si vous pouviez du coup garder vos questions pour la toute fin, on essaiera de répondre à toutes. Mais pas tout le long du webinaire, juste de garder vos réponses pour ce temps d'échange final. Voilà. Voilà pour la présentation, sachant que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez uniquement poser des questions. Si vous êtes aussi embêté pour poser des questions, vous pouvez peut-être aussi vous rapprocher de votre délégué de L3 qui peut éventuellement rassembler des questions qui peuvent être posées. N'hésitez pas aussi à bien écouter les questions parce que des fois, vous êtes plusieurs à vous poser la même question. Donc, un étudiant peut poser une question qui répond également à votre question. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré et que pour tous les étudiants qui ne sont pas là ce soir, ce webinaire sera disponible sur le site de l'Université de Bordeaux. On mettra un petit chemin pour y accéder via le secrétariat des L3. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à ma collègue Katia Mbellara qui va donc vous présenter la première partie de ce webinaire, à savoir l'offre de formation en master de psychologie à l'Université de Bordeaux. Katia, on ne t'entend pas. Merci beaucoup Géraldine pour cette présentation, introduction claire et précise. Donc en tant que co-responsable avec Madame Tapia de la mention master, j'ai pour mission de vous parler de cette offre de formation. Alors le master de psychologie, c'est le diplôme qui vient après la licence. Sur l'université de Bordeaux, nous avons une seule mention, c'est-à-dire que en fait c'est la même organisation d'enseignement et nous avons ce qu'on appelle 8 parcours. Okay. Donc, pour entrer en Master 1, c'est soumis à ce qu'on appelle une sélection. Et donc, c'est à vous de candidater pour un ou plusieurs de ces parcours en fonction des objectifs de chacun des parcours. Donc, on va essayer de les rendre de plus en plus clairs. Il est important aussi de préciser ici que sur l'Université de Bordeaux, nous avons un site internet qui est régulièrement actualisé. Donc, si vous tapez faculté de psychologie, Université de Bordeaux, vous allez tomber sur ce qu'on appelle la carte d'identité de nos parcours. Donc, sur Bordeaux, nous avons une seule mention donc de psychologie et 8 parcours. Tout d'abord, le parcours qui s'appelle Cognition et cerveau, neuropsychologie et neuroimagerie cognitive. Ensuite, le parcours ingénierie et recherche psychosociale. Ensuite, le parcours psychogérontologie et santé publique. Ensuite, le parcours psychologie clinique et psychopathologie. Nous avons un parcours qui s'appelle psychologie du développement, typique et atypique, et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence. Un parcours psychologie clinique de la santé, psychopathologie de l'adaptation au stress, un parcours neuropsychologie clinique et un parcours psychologie du travail, de l'orientation et des organisations. Donc, la formation master, elle est en 2 ans. Donc, vous candidatez pour l'entrée en master 1 et si vous avez votre master 1, vous passez en master 2. Après, il ne s'agit pas de recandidater. Et tout ça s'inscrit dans la logique qu'on appelle LMD. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent continuer sur un doctorat qui est ensuite une poursuite d'études. La formation en master est une formation que l'on dit soumise à titre. D'accord, puisque l'idée d'être dans ce master de psychologie peut permettre de donner accès à un titre de psychologue. C'est aussi pour ça, et ça vient justifier en particulier le fait qu'on a un nombre de places particulier et limité. Donc, dans la diapo suivante, on a ces nombres de places. Donc, vous voyez, une capacité totale de 155 et ensuite, chaque parcours a un nombre de places. Du coup, quand vous entrez dans le master, même si vous êtes hors mention unique, et on va vous expliquer après, on aura certains cours ensemble, mais vous êtes dans un parcours avec des candidats, avec des collègues, excusez-moi, de votre parcours.
Okay, donc, ça va de 15 à 30 selon les parcours. Et donc, c'est la même promotion qui va en Master 1 et en Master 2. Je ferai un point tout à l'heure pour mieux expliquer pourquoi sur la plateforme Mon Master, ce n'est pas forcément les chiffres que vous retrouvez. Alors, on disait, on est un parcours avec une mention unique avec 8 parcours. Ce qui veut dire que dans les enseignements de Master 1 et de Master 2, vous allez, si vous candidatez chez nous, vous retrouver avec des cours en commun. Donc, on a fait ce choix-là sur Bordeaux, ce qui nous permet de travailler ce qu'on appelle les socles communs d'un master de psychologie. C'est surtout au niveau du Master 1 que ces socles communs vont arriver. Et après, c'est plus on va vers le Master 2, plus il y a une spécialisation des parcours. Okay, donc, tel que vous voyez là sur la diapositive, le violet, c'est ce que vous faites en Master 1, le jaune en Master 2. Quand on regarde le violet, il y a des UE communes en début de formation, donc surtout au semestre 1. Donc, ça va être des UE théoriques. On va travailler, par exemple, la question de l'adaptation et du dysfonctionnement. Ça va être des UE aussi de méthodologie du psychologue, donc les méthodes, les outils du psychologue, des UE sur l'analyse des données, mais aussi des UE sur l'analyse de la demande. Voilà. Donc, il y a des UE qui sont communes. Et ensuite, donc c'est ce qu'on appelle les UE mutualisés. Et ensuite, vous avez des UE, des unités d'enseignement qui sont de spécialisation. Donc là, vous êtes avec votre promotion. Donc, au premier semestre, vous en avez 3 avec votre promotion. Au second semestre, vous en avez 5. Donc, en particulier, tout ce qui va être les UE dites de recherche, de mémoire de recherche, donc travail d'études et de recherche. Là, vous êtes avec vos promotions et vous travaillez sur vos spécialisations. Et ensuite, vous avez aussi des UE qui vous permettent d'aller de plus en plus vers une spécialisation. Et en Master 2, il y a de plus en plus d'UE dits de spécialisation. Un point important ici à préciser, c'est la question de la recherche. Alors, fut un temps où c'était différent. Il y avait vraiment des parcours dits recherche et des parcours dits professionnels. Ce n'est plus le cas avec la réforme donc LMD. On a un master et en master, le principe, c'est de former les étudiants par la recherche aussi. Donc, on a une formation à la recherche, par la recherche, et une formation aussi qui se veut pratique puisqu'il y a ce titre de psychologue à la sortie qui est possible. Si vous avez bien une licence de psychologie, un master de psychologie et une validation des 500 heures pour avoir le titre de psychologue, vous pouvez donc prétendre à ce titre-là et vous êtes formé par la recherche. Si vous souhaitez aller en doctorat, certains d'entre vous, peut-être que vous aurez pris certaines options de recherche et certains parcours peuvent les préciser. Mais en fait, il n'y a pas un parcours spécifique recherche. D'accord ? Il n'y a pas un parcours recherche, un parcours pro. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous choisissez de candidater pour un parcours en fonction de la spécialisation de la sous-discipline. Et ensuite, c'est une fois que vous êtes dans ce parcours-là que peut-être, du coup, vous pourrez prendre certains enseignements recherche. Et pour certains parcours, c'est complètement indifférencié. Donc ça, c'était un point qui était important pour nous à préciser à cet endroit-là. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour vous montrer un petit peu les détails, alors, tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver, donc, comme je vous disais, sur le site de l'Université de Bordeaux, faculté de psychologie. Et pour vous aider, si ce n'est pas tout à fait simple pour vous de savoir vers quel parcours vous souhaitez aller, ça peut être intéressant d'aller regarder les thématiques spécifiques proposées par les collègues. Vous voyez, donc là, on vous a mis dans cette petite rosace des exemples donc, de thèmes qui peuvent vous aider à dire « Ah ben tiens, je pense que mon profil est plutôt orienté vers tel ou tel parcours. » Okay, et donc, ces enseignements-là sont des enseignements qui sont vraiment donnés aux personnes qui sont dans tel ou tel parcours. Alors, on parlait de candidature. Donc, une fois que vous avez fait le tour des différents parcours au niveau thématique et que vous vous êtes dit, ben, tiens, je pense que mon profil, mon projet professionnel fait que je vais plutôt candidater vers tel ou tel parcours, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc là, il s'agit des modalités d'admission en master que je vais vous détailler. Depuis cette année, du coup, vous allez candidater sur une plateforme qui s'appelle Mon Master. C'est une plateforme nationale. Donc, ce qui ne change pas par rapport à avant, c'est que c'est chaque parcours qui va faire sa sélection. Cette plateforme, c'est une plateforme de dépôt.
ce que l'étudiant se voit, ce qui est simplifié pour l'étudiant, c'est que vous allez faire une première inscription unique dans laquelle vous allez pouvoir entrer un certain nombre d'informations, donc tout ce qui est votre état civil, votre CV de base, vos relevés de notes, etc. Donc ça, vous déposez ça, et en gros, tous les parcours pour lesquels vous avez candidaté pourront aller voir ces documents-là. Et ensuite, chaque parcours va vous demander des choses spécifiques. Okay, j'en parlerai tout à l'heure plus en détail. Vous, en tant qu'étudiant, vous avez le droit de candidater pour 15 mentions différentes. Donc, ça veut dire que sur Bordeaux, nous, en psychologie, on a une seule mention. Si vous candidatez à la mention psychologie à un parcours, ça va compter un vœu. Si vous candidatez à la mention psychologie et à 3 parcours, ça va compter un vœu. D'accord? Le comptage se fait par mention. Après, à l'intérieur, c'est pas limité. Enfin, c'est limité à 30. Donc, en tout cas, nous, ça ne nous concerne pas puisque nous n'avons que 8 parcours. Donc, le comptage au niveau national, c'est que vous pouvez candidater à 15 mentions. Ceci est valable pour tout ce qui est non soumis à formation continue. D'accord? Pour la formation continue, il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a droit aussi à 15 de plus. Donc, vous souhaitez candidater. Nous, notre conseil, c'est que vous repérez au niveau national ce qui correspond à votre projet professionnel, à votre envie, à votre motivation, au parcours que vous avez déjà fait, et vous candidatez. Maximum 15 vœux, comptage au niveau de la mention. Ensuite, il s'agit d'aller sur la plateforme, donc la plateforme Mon Master, et de regarder pour chaque parcours ce que chaque parcours vous demande. Parce que là, les demandes, une fois que vous avez déposé le premier package, le premier niveau global, chaque parcours va vous demander des choses spécifiques. Donc attention, ce qui veut dire que plus vous augmentez le nombre de candidatures que vous faites, plus vous avez quand même de dossiers à faire. Pour l'inscription en M2, là, il n'y a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de sujet par rapport à une plateforme. Si vous avez votre main, vous passez. Pour parler un petit peu de l'organisation sur Bordeaux, nous, ce que nous avons mis en place, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités d'enseignement et que l'étudiant, pour passer en Master 2, doit avoir la moyenne à chacune des unités d'enseignement. D'accord? Il n'y a pas de compensation entre les yeux. Donc, si par exemple, vous avez une note, je ne sais pas, de 6 à l'unité travail d'études et de recherche, donc le mémoire, vous n'avez pas votre année, même si vous avez eu 14 par ailleurs. Okay, ça ne se compense pas. Il faut que vous ayez 10 dans toutes les unités d'enseignement. C'est-à-dire que je vous encourage vraiment à regarder toutes les unités d'enseignement qui sont proposées au niveau des parcours pour bien vous rendre compte et bien imaginer que ça correspond à ce que vous avez envie de faire et ce pourquoi vous voulez dépenser de l'énergie. Voilà pour cette diapositive. Les dates. Alors, on essaie de mettre des petites étoiles jaunes, etc. Les dates à retenir qui ne changent plus désormais sont les dates suivantes. Depuis le 22 mars, vous avez accès à la plateforme Mon Master et vous pouvez candidater. Et là, un élément et une information importante, c'est que nous, du coup, depuis le 22 mars, nous ne pouvons plus rien toucher. Donc, c'était pour nous une première, et c'est aussi pour vous une première, c'est que nous avons découvert cette plateforme-là, nous avons tout paramétré, et je ne remercierai jamais assez Dorothée Benral, qui a fait tout le paramétrage pour psychologie, mais aussi pour toutes les sciences de l'homme sur l'Université de Bordeaux. Donc, depuis le 22 mars, vous pouvez candidater, nous, on ne peut plus rien changer. Donc, voilà, et vous avez jusqu'au 18 avril pour candidater. Pour l'instant, en fait, quand vous y allez, vous pouvez commencer à remplir des premiers éléments, vous pouvez en laisser d'autres en suspens, etc., et vous pourrez finaliser. À partir du 18 avril, vous ne pouvez plus rien toucher. Et voilà, donc nous, on a bien vu ce que ça voulait dire ne plus rien toucher. On ne peut plus rien toucher. Donc, ça veut dire qu'il faudra vraiment que vous anticipiez bien et vous ne pouvez pas rajouter de documents après le 18 avril. Ensuite, nous, on va pouvoir avoir accès, alors pas le 18 avril, mais quelques temps après, à vos dossiers. On va commencer à les traiter, à les travailler et on va vous envoyer les notifications, c'est-à-dire que le 23 juin, on pourra vous dire si vous êtes pris ou pas. Et j'ai une erreur, excusez-moi, la phase d'admission, c'est jusqu'au 21 juillet, pas au 21 juin. Pour certains parcours, pendant cette période bleue, il se peut que vous soyez convoqué soit à ce qu'on appelle un test de positionnement, soit à des auditions. Ça, c'est parcours dépendant.
Donc, à ce jour, les informations sont sur la plateforme. Donc, s'il n'y a pas d'informations écrites, c'est que ça ne concerne pas le parcours. C'est que le parcours a constitué des jurys qui vont travailler sur vos dossiers. Certains parcours vont vous proposer en plus un test de positionnement. Donc, pour l'Université de Bordeaux, il s'agit du parcours psychologie du travail, de l'orientation et des organisations. Et ensuite, d'autres parcours vont vous proposer de participer à un oral. Il s'agit du parcours psychologie clinique, psychopathologie, et aussi du parcours de psychologie du travail. Euh, Katia? On a perdu Katia? Oui, c'est pas que moi. D'accord. Ok, je vais continuer du coup. Je sais pas, elle a dû couper sans faire exprès, je pense. Alors, je sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais j'imagine que oui, il faut vraiment corriger ce 21 juin, c'est 21 juillet. Ah, attendez, j'ai un message. Extinction. Elle va essayer de se reconnecter, je pense. Alors, je continue. Ce que je peux vous dire là-dessus, alors peut-être justement sur cette, je crois qu'elle avait prévu quelque chose sur la phase d'admission, mais ça ne vient pas tout de suite. En tout cas, quand vous avez cette phase de candidature, j'imagine que vous avez déjà un petit peu regardé, de toute manière, là où on en est. Vous avez vu qu'en fait, les rubriques que vous pouvez trouver en fonction d'un parcours et d'un autre sont complètement susceptibles de varier selon le parcours concerné. Donc, J'avais bien disparu. Oui, tu avais complètement disparu. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, du coup, Je vais passer à la diapo suivante, mais peut-être que tu veux revenir sur le calendrier? Non, je vais pas revenir sur le calendrier. Je préciserai du coup là tous les éléments. Donc, le calendrier, voilà, ce qui est vraiment important, c'est que en date du 18 avril, il faut vraiment, vous ne pourrez plus rien rajouter. Hein. C'est ça, je crois que c'est l'élément très important qu'il faut que vous ayez en tête. Donc, après, il y a le dossier. Donc, vous avez toute la première partie qui sont les documents obligatoires et qui sont nationaux. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Ceux qui ont déjà testé, je vous encourage à faire des tests. Hein. Vous verrez qu'il y a toute cette première partie, donc mon CV, etc. Vous pouvez remplir. Il faut faire attention entre quand il y a une petite étoile, ça veut dire que vous devez obligatoirement répondre à la question. Ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire si vous n'avez pas fait telle ou telle chose. Okay, je donne l'exemple des stages parce qu'on a déjà eu beaucoup de questions là-dessus. C'est obligatoire de répondre à la question « Est-ce que j'ai fait un stage ?» mais ce n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir fait de stage. Vous voyez, on sait que dans certaines universités, par exemple, ce n'est pas obligatoire ou ce n'est pas demandé, ou des personnes qui ont fait leurs études ailleurs, ceux qui sont partis en césure, ceux qui sont partis, par exemple, en Erasmus, ou etc. D'accord ? Donc, obligatoire de répondre à la question, ça ne veut pas dire que le jury, lui, va considérer que c'est rédhibitoire. Si vous n'avez pas fait cette chose-là, vous n'êtes pas pris. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses où vous n'aurez pas les points, mais il y a des choses où vous en aurez peut-être d'autres. Okay, donc, si vous devez répondre, il faut que vous répondiez, même si c'est pour dire « je n'ai pas fait cette chose-là ». Okay, donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne le caractère obligatoire versus non obligatoire. Ensuite, chaque parcours va vous demander des choses spécifiques. Prenez le temps de bien regarder ce que demande le parcours. Et il faut imaginer que vous parlez à un jury, d'accord ? C'est comme chercher un emploi, etc. Vous parlez à un jury. Donc, dites-vous bien que si le parcours vous a demandé tel ou tel élément, c'est que c'est important pour eux dans leur sélection. Donc, à vous de bien expliquer ce que vous avez fait, comment vous pouvez répondre à cette question-là, etc. Des exemples d'éléments qu'on peut vous donner, c'est un projet professionnel. Généralement, c'est pour voir s'il y a une adéquation entre votre projet professionnel et le parcours demandé. On peut vous demander des notes, par exemple, bien précises sur telle ou telle unité d'enseignement au cours de votre parcours universitaire. Je vais là m'arrêter 2 secondes pour vous donner un élément extrêmement important concernant ce point-là pour l'Université de Bordeaux. Donc là, vous ouvrez très bien vos oreilles. Élément important. Donc, pour ceux qui ont déjà testé, on vous demande par exemple votre note au semestre 1, la moyenne du semestre 1 de la licence 1. Alors,
on vous a demandé dans les documents obligatoires les relevés de notes, mais par exemple, sur les dossiers, on vous demande moyenne, semestre 1, licence 1. Supposons que je n'ai pas fait de licence 1 parce que j'ai fait un autre parcours et j'ai une équivalence. Donc, je n'ai pas de notes. À ce jour, ce que nous avons écrit, c'est que vous devez mettre un tiret si vous n'êtes pas concerné. C'est ce qu'on nous avait dit, qu'on nous est conseillé de faire. Et du coup, la question est obligatoire. On s'est rendu compte que en fait, vous ne pouvez pas remplir ce tiret-là. Donc, le bug ne vient pas de vous. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà soulevé. Le bug vient effectivement du fait que vous ne pouvez pas le faire. Nous avons fait remonter cette question-là au niveau du ministère et nous attendons une réponse du ministère pour pouvoir actualiser ça. Donc, pour l'instant, continuez à avancer et continuez vos dossiers. Continuez à répondre à tous ceux auxquels vous pouvez répondre et nous vous tiendrons informés dès que le ministère nous aura fait une descente pour savoir si en fait on va pouvoir modifier ça. Donc, on a déjà des hypothèses sur la manière dont on va pouvoir travailler par rapport à ce point-là. Mais pour l'instant, vous remplissez rien et vous attendez. D'accord? Mais oui, effectivement, on a bien vu, vous ne pouvez pas mettre de tiret. Donc ça, c'était concernant justement les compétences et les notes. Après, vous verrez, souvent, on va vous demander soit un projet de stage, soit une lettre de promesse de stage. On va vous demander un projet de recherche. Alors, ce n'est pas forcément celui que vous allez faire. Il faut bien imaginer que c'est un exercice de sélection. D'accord? Et l'exercice de sélection, donc autant pour certains parcours, ils vont vraiment du coup vous proposer d'aller vers ce travail-là. D'autres parcours, ils le voient plutôt comme un exercice de sélection aussi pour voir l'adéquation et pour voir que vous êtes capable de vous inscrire dans ce type-là de projet. OK? Donc voilà, prenez le temps de bien préparer vos dossiers. On vous conseille de ne pas répondre de suite sur la plateforme. Vous préparez ça sur un fichier à part et vous implémentez vos réponses. D'accord? Personne n'est à l'abri d'un bug informatique, nous venons de le voir. Donc, on prépare tout sur un fichier à part et on implémente. J'en ai fini pour cette diapositive. Oui, juste, je voudrais insister sur le fait de bien préparer sur un fichier à part. Ça me paraît important. On ne sait pas encore comment on va pouvoir résoudre ce problème de tiret et d'étoiles, mais c'est bien de sauvegarder les choses que vous avez rentrées sous format texte si jamais il faut les réimplanter et les réinitialiser à nouveau sur une candidature. Donc, c'est vraiment un conseil sur une première année comme ça d'outillage qu'on ne connaît pas, ni vous, ni nous, ni le ministère. C'est vraiment bien de garder vos informations précieusement et de ne pas se dire, voilà, c'est mis sur la plateforme, c'est gagné en fait. D'accord? Je pense que c'est un bon conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui. Et donc, on attend vraiment que le ministère nous réponde par rapport à ces histoires de tirés. Et on vous tiendra informé de la marche à suivre, bien évidemment, avant le 18. Donc, une fois que vous avez rempli tous vos dossiers et que vous faites une validation, du coup, pour vous, c'est terminé. Nous, on va passer à la phase d'analyse. Et ensuite, vous allez recevoir, vous verrez dans la phase d'admission. Donc là, ce que nous avons mis sur la diapositive, vous trouvez tout ça sur la plateforme Mon Master, c'est tout très bien expliqué. Vous allez avoir 3 possibilités de notification, soit refuser, soit accepter provisoirement, soit accepter définitivement. C'est ce que vous allez pouvoir répondre si vous êtes accepté. Je recommence. Si vous êtes accepté, vous allez pouvoir dire soit je refuse, voilà, vous n'êtes pas dans le parcours qui vous a sélectionné, soit vous acceptez provisoirement, c'est parce que, par exemple, vous attendez une réponse dans un autre parcours, soit vous acceptez définitivement. Et donc, à partir du moment où vous acceptez définitivement, vous pouvez de suite aller vers le service, j'ai envie de dire, de scolarité pour vous inscrire. Il est important de voir en tête que vous ne pouvez accepter définitivement qu'une seule proposition. L'idée, c'est justement de ne pas engorger et que ça puisse être fluide au niveau de l'accessibilité, puisque pour rappel, cette plateforme a un des objectifs majeurs, c'est de rendre plus fluide les inscriptions et le fait que vous choisissez vos parcours, etc. Et au niveau de l'acceptation provisoire, pareil, c'est une seule proposition. En termes de délai, pour ceux qui seront acceptés donc, très rapidement, donc avant le 24 juin, vous aurez la possibilité de vous prononcer et vous devez vous prononcer au plus tard le 26 juin à 23h59. Et
pour ceux qui seront acceptés un petit peu plus tard, donc entre le 25 juin et le 20 juillet, là, en général, vous aurez 24 heures en fait, enfin le 24 heures d'après minuit pour répondre. Donc là, il faudra aller assez rapidement. Donc, ce qui va être important, c'est que ça va vous demander, vous, quand même, d'être très disponible et à côté de vos ordinateurs ou téléphones dans toute cette période à partir du 16 juin jusqu'au 21 juillet. Voilà. Donc, si jamais vous, individuellement, vous ne pouvez pas, essayez de vous faire accompagner ou aider par des personnes de votre entourage ou autres qui pourront un peu regarder les notifications pour pas en rater. Voilà. Tous ces éléments sont extrêmement bien décrits sur la plateforme. OK. On peut passer à à la diapositive suivante. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter les éléments concernant la plateforme. On va répondre tout à l'heure à toutes les questions. Donc vraiment, là, je réattire votre attention sur l'histoire des tirets. On le sait, on a compris et on espère revenir au plus vite pour ces points-là. En tout cas, on a fait remonter au niveau des ministères. Et un autre petit point aussi qui nous est remonté dans les premières questions, c'est le droit à la poursuite d'études. Alors, au niveau de l'université, en fait, ce n'est pas forcément un élément, en tout cas, qui va être possible de faire pour nous. Vous êtes extrêmement nombreux dans les universités, donc si vous voyez un parcours qui vous demande le droit à la poursuite d'université, le droit à poursuite des études, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas. Voilà, c'est normal que les enseignants de l'université ne vous fassent pas ce document-là si vous avez été en licence. Ça concerne plus, par exemple, des personnes qui arriveraient d'écoles ou de promotions très particulières et qui auraient vraiment à justifier par un avis pédagogique de venir rejoindre une formation. Ok, donc pour vous étudiants en psycho, voilà, c'est pas la peine de venir vers vos enseignants pour demander ce document, c'est pas du tout utile. Voilà concernant les points et je laisse la parole à nos collègues du service d'orientation qui peuvent vous aider en de nombreux points. Je vous remercie. Non, pas du tout. C'est pas la parole aux collègues de l'orientation, c'est la parole aux responsables de master. Mais c'est pas grave. Pardon, gros doute, excusez-moi. Non, mais c'est pas faute d'avoir travaillé ça. Oui, c'est ça prépare à l'entrée de nos collègues de la c'est pas grave. Alors, par contre, on veut bien donner la parole à nos collègues responsables de master et on voudrait commencer par, s'il vous plaît, le parcours. Alors, on a fait des petits raccourcis, hein, on s'excuse sur les noms des parcours, mais il y en a qui font des noms à rallonger, ça rentre pas dans les diapos. Mais je veux bien donner la parole pour commencer à Gaëlle Jobard en tant que responsable du parcours psychologie, cognition et cerveau. Juste 2 secondes, Géraldine, avant que Gaëlle intervienne. Oui. Juste pour préciser que dans le question et réponse, on va faire un petit nettoyage pour garder, on va dire, toutes les questions qui pourront servir. Donc, ne vous inquiétez pas si on rejette votre… Enfin, on a bien vu que vous avez dit bonjour et merci, etc. Mais on va faire un petit nettoyage dans le question-réponse. Voilà. Pour les étudiants. Gaëlle, tu es par là? Oui, je suis là. Pardon. Donc bonjour tout le monde. Donc moi je suis le co-responsable du parcours cognition et cerveau. Alors je ne suis pas très au clair sur le type d'information qu'il faut que je donne ce soir. Je pense que c'est peut-être pas utile que je rentre dans le détail du master qu'on propose. Vous avez les documents pour ça. Géraldine, tu me corriges si je me trompe, si tu attendais autre chose. Non, effectivement, c'était juste peut-être un peu présenter le parcours, même si c'est des choses qu'ils ont aussi déjà fait. C'est vrai que ce forum de master, c'est pas pour donner des nouvelles informations, c'est surtout pour voilà, rassurer un peu les étudiants sur les informations qu'il y a déjà, entendre les responsables des parcours explicitement les dire et puis peut-être préciser des fois des attentes sur lesquelles tu aimerais insister particulièrement sur ton parcours, qui sont bien sûr visibles déjà auparavant sur les différents sites d'information par rapport à ça. Mais si tu souhaitais réinsister sur des éléments qui te paraissent importants à dire aujourd'hui aux étudiants, c'était l'occasion de pouvoir le faire. D'accord. OK. Donc, nous, c'est un parcours de neuropsychologie cognitive qu'on propose et qui fait donc le lien entre fonctionnement cognitif, ses troubles et aussi les structures cérébrales qui les sous-tendent. C'est un master qui est pluridisciplinaire puisqu'il va allier des enseignements en neuropsychologie, en psychologie cognitive et en neuroimagerie.
Sur le plan des intervenants, il va y avoir des enseignants-chercheurs que vous connaissez déjà de la faculté de psychologie, mais on va avoir aussi pour moitié des professionnels, donc qui peuvent être des médecins, qui peuvent être des psychologues spécialisés en neuropsychologie ou en psychopathologie, et également des chercheurs qui travaillent au CNRS ou à l'INSERM. Une des particularités de notre master, c'est d'avoir un double éclairage qui soit orienté comportement et orienté fonctionnement cérébral. Donc, c'est une des particularités qui signe ce parcours. Une autre, c'est également qu'une bonne partie des enseignements sont délivrés en anglais. Donc, ça représente à peu près 25% des enseignements en anglais pour la première année. Et ça va représenter quasiment 50% en deuxième année. Une troisième particularité, je dirais, mais ça revient un peu à ce que disait Katia sur l'orientation. On va vous demander seulement à la fin de la première année de choisir une orientation en fonction de votre projet professionnel. Donc, si votre but, c'est de devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie, on vous orientera plutôt vers certaines matières vers certaines UE qui seront davantage appliquées à destination de l'accompagnement de patients, du diagnostic, du bilan, de la prise en charge, etc. Alors que si vous vous destinez plutôt à un doctorat, on vous orientera vers d'autres UE qui auront pour but de vous former à ce type des compétences qui sont davantage utiles en recherche. Alors, sur les critères, je vais essayer de faire vite, sur les critères qui sont importants dans votre dossier, ça va être vraiment d'expliquer quel est votre projet professionnel et d'essayer de mettre en évidence l'adéquation qu'il peut y avoir entre le projet et vos appétences avec le parcours et ses particularités. Sinon, les critères que nous, on va essentiellement regarder, ça va être bien évidemment la qualité de votre dossier sur le plan académique, mais aussi sa cohérence par rapport aux thématiques du master. On ne propose pas de déposer de projet de recherche. Vous verrez qu'en fait, on présentera en début d'année un ensemble de recherches qui sont possibles dans le cadre des laboratoires d'accueil. J'ai oublié de dire qu'il y avait 2 laboratoires d'accueil, un laboratoire de psychologie, un laboratoire de neuroimagerie. Donc voilà, et dans les critères importants, ça peut être bien évidemment aussi vos capacités à pouvoir suivre des cours en anglais au-delà de la cohérence de votre projet. Voilà, je pense que j'ai donné l'essentiel des informations et je vais passer la parole là, au suivant. Oui, et le suivant, c'est Alexandre Pasquale pour le parcours psychologie sociale. S'il te plaît, Alex, est-ce que tu es là? Oui, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur ce master-là. Donc, évidemment, il va former des psychologues sociaux qui vont être des spécialistes des comportements individuels et collectifs. Et plus précisément, en fait, le psychologue social, son objectif, en fait, ça va être de contribuer activement à la résolution d'enjeux sociétaux. Donc, en fait, le psychologue social, il participe aux enjeux sociétaux. Alors, les enjeux sociétaux, il y en a plein. La liste serait longue. Je sais que ces derniers temps, en fait, ce dont on peut parler, c'est les formes de discrimination, quelles qu'elles soient, c'est les comportements pro-environnementaux, c'est les phénomènes de radicalisation. Enfin, quel que soit l'enjeu sociétal, la psychosociale et le psychosociologue peut avoir un regard sur le phénomène et proposer des solutions. Donc, du coup, en fait, où est-ce qu'il va s'insérer? Dans toutes les structures qui sont soucieuses de ces divers enjeux sociétaux. Donc, ça peut être partout, en fait, hein, soit en milieu associatif, soit en public, soit en privé, soit en étant salarié ou alors en libéral ou auto-entrepreneur. Donc, en fait, je sais que les étudiants ont du mal à définir ce que fait un psychosociologue. C'est tout simplement parce qu'il peut s'attaquer à
n'importe quel objet sociétal, il y a un regard, un bagage théorique et méthodologique qui peut permettre d'apporter des solutions à ces divers enjeux sociétaux. Sur le contenu de la formation, contrairement aux autres parcours, en fait, il n'y a pas de stage en Master 1. Il n'y a pas de stage en Master 1. Le contenu du Master 1 reste encore, dans la continuité de la licence, une formation théorique et méthodologique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stage. Le mémoire est assez conséquent en psychosocial, en Master 1. On attend à ce que les étudiants sachent en fait, jongler avec les concepts qui ont été proposés et répondre à une problématique théorique. Donc, il n'y a pas de stage. Par contre, l'étape d'après, c'est en Master 2 où là, en plus des enseignements, le stage de Master 2, du coup, c'est la continuité du Master 1, mais cette fois-ci dans un champ appliqué. C'est-à-dire que les étudiants de Master 2 vont trouver un stage dans une structure qui a une problématique par rapport à un jeu sociétal quel qu'il soit, et l'étudiant devra, en tant que psychosociologue apprenti, on va dire, donner son regard psychosocial et proposer une intervention d'ingénierie psychosociale pour tenter de résoudre les problématiques. Donc voilà en gros comment se déroule le Master 2. Alors je sais qu'on n'a pas trop de temps là, pour avoir quelque chose de plus détaillé. J'avais prévu, si la rencontre se faisait en présentiel, de distribuer une plaquette du Master qu'on a constituée avec l'équipe pédagogique. Mais comme je ne peux pas vous la distribuer, si vous m'écrivez sur mon mail, donc alexandre.pasquale@u-bordeaux.fr, je pourrais vous l'envoyer sans problème. Voilà. Concernant l'admission en Master 1, bon, sur l'aspect académique, voilà, on est très attentif aux notes, bien sûr, de psychosocial sur la licence, mais aussi en anglais, et en méthodo et en traitement des données. Voilà, c'est les matières majeures qu'on va regarder. Mais surtout, sur le contenu du dossier, on attend à ce que la partie projet insertion professionnelle soit assez détaillée. On est très attentif à la façon dont vous arrivez à vous projeter après le master. Hein, par exemple, voilà, si c'est tel enjeu sociétal qui vous intéresse, essayez d'anticiper par quel biais vous voulez l'aborder, par quelle structure, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, le projet de mémoire de Master 1, voilà, si on voit que dans votre projet de mémoire de Master 1, il y a des bonnes références théoriques qui sont mises en avant, ça peut faciliter. Alors, il n'y a pas ça, ce que je vous dis là, c'est les critères majeurs qui sont pris en compte pour l'admission dans ce Master. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Alex. Je veux bien qu'on passe maintenant au parcours de neuropsychologie clinique avec Antoinette Proto. Oui, bonjour. Alors, brièvement, je vais vous donner quelques informations sur le parcours du master en neuropsychologie clinique. Alors, si on peut avancer un petit peu. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Non, diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, l'identité, en fait, de ce parcours de neuropsychologie clinique, il s'articule autour de 3 grands points. D'abord, c'est la psychopathologie cognitive, notamment parce qu'une des spécialités de ce parcours, c'est la neuropsychologie clinique des populations psychiatriques, adultes notamment. Donc ça, c'est quand même une orientation majeure du master. La deuxième orientation, c'est le handicap et la systémique, c'est-à-dire les interventions systémiques qui sont ciblées sur le handicap, qu'ils soient cognitifs ou psychiques. Et puis la troisième orientation, la troisième coloration, c'est la neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça, c'est 3 spécialités du parcours bordelais en neuropsychologie clinique, même si ce ne sont pas des spécialités exclusives, puisque le parcours cible quand même à peu près toutes les populations qu'on peut rencontrer en neuropsychologie clinique. J'attire quand même votre attention sur le fait que pour l'exercice de la neuropsychologie clinique auprès des populations âgées, nous nous sommes articulés avec nos collègues du parcours de psychogérontologie et santé publique qui vous sera présenté un peu après, pour orienter plutôt les étudiants qui sont intéressés par les populations âgées vers le parcours de psychogérontologie.
Notez que, comme dans beaucoup de masters qui visent en fait l'exercice d'une profession, environ 50% des enseignements sont dispensés par des professionnels, mais des professionnels aussi souvent formés à un niveau doctoral. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est juste quelques informations pour dire que dans le parcours de neuropsychologie clinique, l'idée c'est quand même de former des psychologues cliniciens qui sont spécialisés en neuropsychologie. Alors en neuropsychologie clinique, selon la terminologie, par exemple, de l'OFPN, hein, l'Organisation française des psychologues neuropsychologues, c'est-à-dire que l'aspect clinique il va être fondamental dans l'exercice de la neuropsychologie. Donc, former des neuropsychologues cliniciens, si vous voulez, qui exercent ensuite dans le secteur sanitaire, médico-social ou libéral. Vous pourrez prendre connaissance du contenu de la diapositive peut-être un peu après, mais en gros, les compétences visées, c'est diagnostic neuropsychologique, intervention thérapeutique, mais aussi des activités d'analyse de pratique professionnelle et puis de formation et d'action de sensibilisation auprès de différents publics. Une des colorations aussi de ce parcours, c'est la démarche intégrative, à savoir que pour exercer comme neuropsychologue clinicien, on a besoin de plusieurs sous-disciplines de la psychologie, la neuropsychologie bien entendu, mais aussi la psychologie clinique de manière plus générale, la psychopathologie, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, etc., etc. Et puis enfin, un des principes fondamentaux, c'est les principes de la pratique clinique qui est fondée sur des preuves et notamment en fait les capacités à analyser la littérature internationale et la qualité des preuves qu'on peut en tirer. Voilà, les stages attendus, ben c'est tout à fait classique, c'est 500 heures sur la durée du master. Donc 200 heures plutôt en M1, c'est le minimum, et 300 heures en M2, c'est le minimum, avec la possibilité en M2 de suivre un parcours recherche en plus de la formation professionnelle. Voilà, et puis les stages peuvent être sur Bordeaux, sur la région, voire dans d'autres régions sur le plan national, mais ils doivent être encadrés par un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Diapositive suivante. Alors là, j'ai juste listé, mais ça, ce sera pour regarder à tête plus reposée, certaines UE de spécialité dans le M1, puisque comme vous l'a présenté ma collègue en introduction, il y a des UE qui sont transversales, communes à tous les parcours, et puis il y a des UE qui sont plus des UE de spécialité. Voilà, vous en trouvez plusieurs sur cette diapositive-là. Vous voyez que la méthode clinique, c'est un point important. Merci. Et puis après, en M2, en fait, le programme de M1 et le programme de M2, ils sont articulés, en fait, ils sont pensés de manière continue et progressive. En M2, ben, voilà les UE de spécialité, hein, neuroimagerie, neuropsychopharmacologie, c'est important, mais surtout des cours en neurosciences et psychopathologie, des cours sur les interventions en neuropsychologie clinique, partie 1, qui est au premier semestre du M2, et puis des cours sur les grands syndromes neuropsychologiques, et puis au semestre 4, c'est la diapositive qui vient après, la deuxième partie du programme sur les interventions en neuropsychologie clinique, une grosse UE d'enseignement en neuropsychologie de l'enfant et l'adolescent, et puis une UE de psychopathologie cognitive. Et puis enfin, diapositive suivante, de manière continue sur toute l'année, bien sûr, un accompagnement aux mémoires, un accompagnement des stages, que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit en groupe, sur une modalité d'analyse des pratiques professionnelles. Et puis, un travail sur toute l'année autour de la solidification des enseignements de M1 concernant la méthode clinique, avec beaucoup de travail autour de différentes situations cliniques et pratiques. Voilà, je vous remercie. Merci bien. On passe à un autre parcours, s'il vous plaît, qui est le parcours psychologie du développement typique et atypique, avec Véronique ou Camille, je ne sais pas qui prend la parole. Bon, on est là toutes les deux, on peut prendre la parole toutes les deux. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Véronique Rouillet, co-responsable du parcours de M1 avec Camille Brisset. Donc, ce parcours avec un long intitulé « Psychologie du développement typique et atypique et de l'éducation de la petite enfance à l'adolescence ». On a fait juste une présentation, une diapo avec quelques éléments clés
caractéristiques de ce parcours de formation, notamment en termes de débouchés, hein, puisqu'il s'agit de former à travers ce parcours des psychologues qui vont être spécialisés dans le développement typique et atypique de la petite enfance à l'adolescence, notamment aussi dans les troubles du développement et de l'apprentissage, dans la prévention et l'aide aux difficultés d'adaptation, de développement plus largement sur cette période de développement, et des psychologues qui pourront exercer dans différents contextes institutionnels, comme les établissements d'accueil de la petite enfance, l'institution scolaire aussi, les institutions éducatives spécialisées, ou encore dans des institutions qui développent des dispositifs dédiés à l'orientation à l'insertion. Il y a une spécificité de ce parcours de psychologie du développement aussi à Bordeaux, puisqu'il intègre aussi la dimension culturelle et interculturelle des différentes situations et contextes de développement des enfants et des adolescents. Et ces psychologues formés dans notre parcours, ils vont aussi pouvoir accompagner les familles, puisque l'enfant est rarement seul dans sa vie, et qu'il s'agit aussi de pouvoir plus largement développer tout un accompagnement auprès des familles. Et donc, ce parcours aussi permet voilà, de développer des compétences théoriques et méthodologiques qui va permettre aussi, à l'issue du master, pour les étudiants qui le souhaitent, de pouvoir démarrer un doctorat de psychologie. Camille, tu veux enchaîner sur les débouchés? Au niveau des débouchés, comme indiqué sur la diapositive, en fait, les psychologues issus de cette formation peuvent travailler dans n'importe quel secteur d'activité de la prévention, de l'accompagnement et de la prise en charge, donc du développement typique et atypique du petit enfant, enfant, adolescent, ainsi que dans le secteur de la psychologie, de l'éducation et de l'orientation. Donc, tout ce qui relève de l'accompagnement scolaire, des troubles de l'apprentissage, des projets d'orientation de ces populations. Sur les différents stages, l'organisation des stages, en fait, comme dans d'autres parcours, en fait, il y a un stage de 200 heures obligatoire en M1 et un stage obligatoire de 300 heures en M2, l'ensemble faisant 500 heures en vue de la validation du titre de psychologue. Et ces stages doivent être réalisés auprès d'un psychologue qui exerce dans une institution de la petite enfance, de l'enfance ou de l'adolescence, institution qui développe bien évidemment un travail auprès des enfants, des adolescents, mais aussi de leur famille. C'est extrêmement important pour nous, ce critère, c'est-à-dire que les étudiants qui recherchent un stage dans le cadre de leur M1, ce stage ne peut pas se faire en cabinet libéral dans notre parcours de formation. Voilà. Mais pour pouvoir développer notamment une expérience au sein des institutions dans lesquelles exercent les psychologues. Voilà, donc je pense qu'on a dit un peu l'essentiel et on veut faire court sur la présentation pour laisser aussi après la place aux échanges. Merci. Merci pour ça. Katia, tu nous dis un mot sur psychologie clinique et patho? Oui, alors je prends la parole cette fois-ci en ma qualité de co-coordinatrice du parcours de psychologie clinique et psychopathologie. La responsable est présente aussi, il s'agit du professeur Mathilde Husky. Notre parcours s'intitule Parcours psychologie clinique et psychopathologie. Nous sommes 5 enseignants titulaires dans ce parcours. Donc, Monsieur Compagnon, Monsieur Condin, donc le professeur Husky, donc moi-même et ma collègue ici présente, Géraldine Tapia. Et les cours sont donnés donc par nous, mais aussi par des collègues qui sont des professionnels. Et comme ce qui a pu être dit pour d'autres parcours, une majorité d'entre eux a aussi un parcours doctoral et d'autres collègues viennent en support aussi pour présenter des spécificités de leur pratique, puisqu'il s'agit du coup un master qui a une orientation donc de clinique et de psychopathologie. Pour ce qui est de l'équipe, nous avons 2 équipes d'appartenance au niveau recherche, le laboratoire de psychologie UR 4139 maintenant, et Bordeaux Population Health, donc de l'INSERM. Donc ça, c'est pour rappeler qu'effectivement, nous sommes enseignants, mais aussi chercheurs, donc avec des thématiques de recherche spécifiques. Dans notre parcours, donc, ce qu'il y a à retenir au niveau des stages, c'est qu'il y a 200 heures qui sont effectuées en Master 1, 300 heures en Master 2. Les stages de Master 1 sont sur l'Université de Bordeaux les vendredis. Donc, pour faire vos recherches de stage et les demandes de promesses de stage, puisque nous demandons ça dans les dossiers, il est important que vous précisiez à vos potentiels maîtres de stage qu'en Master 1, c'est le vendredi.
Et sur le Master 2, c'est un petit peu différent, c'est lundi, mardi, mais ça, on a le temps d'en parler. Ce que nous attendons de nos étudiants, du coup, c'est une forte implication, un fort intérêt pour la discipline de la psychologie clinique, donc l'approche des personnes dans leur singularité, mais aussi dans leur pluralité de fonctionnement. Et aussi, nous formons à la psychopathologie, c'est-à-dire la présence de fragilité ou de troubles mentaux. Et en termes d'orientation théorique, puisque c'est une question qui nous est souvent posée, nous avons fait le choix sur Bordeaux de présenter plusieurs orientations théoriques à nos étudiants. Donc, nous ne sommes pas ancrés dans une seule orientation théorique et nous attendons de nos étudiants d'avoir cet intérêt pour différentes pratiques, différents paradigmes, et aussi et surtout d'être en mesure de pouvoir penser une situation spécifique, que ce soit dans le cadre d'un bilan, d'un accompagnement ou d'une psychothérapie, en tenant compte de ce qu'on appelle les bonnes pratiques qui sont issues de la littérature scientifique. Donc ça reste, on le rappelle, une formation sur laquelle la présence de la recherche est importante, puisque l'idée c'est de baser les connaissances sur l'actualisation des recherches proposées par la science. Donc, plus on avance au sein du master et plus on est formé à être dans la pratique et à pouvoir penser la spécificité du psychothérapeute, et où on a une formation aussi donc en psychothérapie, et on démarre en master 1 plutôt par tout ce qui est bilan, accompagnement, suivi, etc. Voilà, donc une formation qui va de la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte, avec vraiment cette particularité de s'intéresser à la psychopathologie. Au niveau des thèmes de recherche, pour vous donner aussi un petit peu, j'ai envie de dire, une orientation des thèmes qui nous habitent au sein de l'équipe. Voilà, on nous a donné tout un tas de thèmes qui peuvent vous aider à rédiger vos projets de recherche, puisque dans le dossier, ça fait partie des éléments qui sont importants pour nous, c'est de voir l'adéquation entre ce que vous pouvez penser en termes de projet de recherche et ce que nous proposons dans nos formations. Donc avec des thématiques comme la vulnérabilité, les expériences traumatiques, les émotions, les schémas précoces inadaptés, la résilience, les troubles de l'attachement, les troubles anxieux, la psychopathologie infanto-juvénile, etc., etc. Donc ça reste assez large. L'approche familiale aussi est bien sûr très, très importante, puisqu'il y a une orientation dans notre parcours aussi de cet élément-là. Donc voilà pour dresser le tableau très général. Donc voilà, on est très content de pouvoir voir tout un tas d'étudiants très motivés à venir dans notre parcours. J'en ai fini. Merci. Est-ce que les collègues de psychogérontologie peuvent nous présenter leur parcours, s'il vous plaît? Oui. Bonjour à tous. Donc, alors, le master de psychogérontologie et santé publique, pour faire le lien avec ce que vous a dit Madame Proutot tout à l'heure en neuropsychologie clinique, effectivement, la partie neuropsychologie du vieillissement est abordée plus spécifiquement dans ce parcours-là, tout simplement parce que lorsque on pratique auprès de la population âgée, eh bien, on a affaire à des problématiques d'ordre neurodégénératif. Et donc, la neuropsychologie du vieillissement fait partie intégrante, en fait, de la pratique du psychogérontologue. Voilà, donc c'était simplement pour dire ça. Donc, rapidement, les co-responsables de ce master sont le professeur Hélène Amieva et puis moi-même, donc Valérie Berga. On a deux collègues également qui interviennent pour une partie de leur service d'enseignement, que sont donc Lucille Dupuis et puis Camille Ouvrard-Brouillou. On est toutes les quatre rattachées au centre INSERM U12-19, qui est un centre de recherche en santé publique. Et donc, vous comprendrez en fait le lien direct avec la psychogérontologie, puisqu'en fait, on va le voir tout de suite après dans les objectifs de la formation. Tu peux passer, si tu veux, Géraldine. C'était important en fait de faire le lien direct, puisqu'il y a un lien direct à faire entre la psychogérontologie et les… Ah ben c'est pas cette diapo, mais c'est pas grave. Et les enjeux de santé publique. Le premier enjeu de santé publique qui nous intéresse, c'est par exemple le vieillissement de la population, la problématique des aidants familiaux et puis bien d'autres. Donc voilà, l'objectif de la formation, c'est former des psychologues cliniciens spécialisés en psychogérontologie et santé publique. C'est un parcours mutualisé, on vous l'a dit.
Il y a quelques UE spécifiques qui vont davantage vous orienter vers un parcours professionnel et puis d'autres qui vont davantage vous orienter vers un parcours recherche, et ça à partir du Master 2 surtout. Concernant donc les attendus et puis ce à quoi on vous forme, en fait, on vous forme à une démarche intégrative, de la même façon que pas mal d'autres parcours dans le cadre d'une pratique basée sur les preuves scientifiques, et ça, c'est vraiment très, très important. Alors, bon, ça va de l'analyse de la demande, des besoins, des attentes, des problématiques qui sont rencontrées dans ce domaine-là, jusqu'à la proposition, la mise en place de solutions et accompagnements adaptés. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en lien avec les enjeux de santé publique. Donc, les types de postes, là, j'ai tenu à mentionner ça, même si là encore, hein, vous avez toutes ces informations sur le site internet, mais on a une représentation souvent de la pratique du psychogérontologue en EHPAD. En réalité, les psychologues peuvent pratiquer dans dans de nombreux domaines, dans le cadre du secteur sanitaire, dans des hôpitaux, dans des cliniques, médico-sociales, associatifs, en libéral, même si on ne conseille pas forcément une pratique en libéral tout de suite. Et puis au sein de structures, évidemment, qui vont accueillir des personnes âgées et ou leur entourage proche. Donc, dans différents types de structures. En fait, le réseau gérontologique est vraiment très, très important, avec des dispositifs très diversifiés et donc dans lesquels peuvent s'insérer les psychologues. Et puis, évidemment, parallèlement à tous ces métiers plus cliniques, les métiers de la recherche, donc via un doctorat, sont également accessibles à partir de ce parcours. Et donc, en particulier, via les thématiques de recherche qu'on développe. Les enseignements, ils sont très progressifs, avec une spécialisation qui va du Master 1 au Master 2. Des connaissances et compétences spécifiques en lien avec la population âgée. Alors là, on insiste beaucoup sur les spécificités vraiment à la fois psychologiques et neuropsychologiques donc dans cette population. On a beaucoup d'enseignements appliqués, comme on vous l'a dit aussi par ailleurs, avec l'intervention de professionnels et puis des interventions issues de formations et de disciplines très variées. Donc, en gériatrie, en neurologie, dans le domaine médico-social, dans le droit, en neurosciences, en neuroimagerie, en pharmacologie, psychiatrie et psychologie, dans différents types de spécialités. Alors, le mémoire, pour ce qui nous concerne, on ne vous demandera pas de projet de mémoire non plus, tout simplement parce qu'en Master 1, on propose aux étudiants de travailler sur une recherche collective, donc sur une thématique de recherche qui est développée par un membre de l'équipe, donc qui est adossée à une de nos recherches au sein donc, de l'équipe INSERM. Et puis en Master 2, donc soit les étudiants ont une orientation de recherche et donc développent une thématique de recherche et une problématique de recherche spécifique, soit ils ont une orientation plus professionnelle clinique et auquel cas on leur demande de réaliser un mémoire basé sur une question issue du stage et donc avec, voilà, sous la forme d'action ou de pratique basée sur l'épreuve. Concernant les stages, je parlerai uniquement du Master 1, donc ce sera le vendredi, comme tous les autres stages. On demande un minimum, c'est vraiment un minimum de 200 heures donc en Master 1 et puis beaucoup plus en Master 2, 300 heures au minimum. On demande aussi une diversification des structures, puisque vous l'aurez compris, l'insertion professionnelle ne se fait pas uniquement dans les EHPAD, mais aussi dans bien d'autres structures. Et puis, voilà, en fonction de l'orientation choisie, évidemment, vous allez choisir vos stages différemment. Alors, dernier point, ce sont les éléments sur lesquels on va s'appuyer plus particulièrement pour étudier vos candidatures, donc le niveau académique, votre motivation vraiment ou vos motivations pour la psychogérontologie et la santé publique. On vous demandera d'avoir une connaissance minimale des objectifs de la formation à Bordeaux parce que vous verrez très vite que les formations en psychogérontologie peuvent se différencier d'une université à une autre. Donc voilà, avec nos particularités, donc en neuropsychologie du vieillissement, en psychologie clinique, et puis une importance aussi qui est donnée au réseau gérontologique, aux dispositifs, structures et professionnels. On s'attachera aussi à regarder quels stages vous avez pu réaliser ou quelles sont vos autres expériences que vous avez en gérontologie. Ça peut être des expériences professionnelles comme des expériences autres, des participations à des séminaires, des conférences ou autres.
On s'attachera aussi à la cohérence de votre parcours et puis la qualité de votre dossier de façon générale. Et je crois que j'en ai terminé. Oui, merci. Merci beaucoup. Un mot peut-être sur la psychologie du travail. Katia, tu veux en parler ou... Alors, la psychologie du travail, donc nos collègues nous ont fait passer le diaporama suivant. L'équipe est composée à ce jour de Jacques Pouillot, Vincent Angèle et Guillaume Després. Et il y a de nombreux professionnels aussi qui viennent compléter comme pour nos formations, des professionnels donc de terrain sur les différents thèmes qu'ils proposent. Alors, pour eux, c'était important de nous préciser qu'il y a une des particularités par rapport à d'autres parcours de master en France, c'est que les 3 disciplines majeures des sciences psychologiques appliquées à la compréhension, à la relation entre humain et travail est proposée sur Bordeaux, enfin sont proposées sur Bordeaux, à savoir la psychologie de l'orientation, la psychologie du travail et la psychologie des organisations. Et ça, voilà, nos collègues nous ont bien dit que c'était important de préciser ça parce que c'était vraiment une spécificité bordelaise de vous proposer, de vous former à ces trois domaines-là et à ces 3 dimensions. Alors, la psychologie du travail, elle se centre sur le vécu des personnes dans des activités donc appelées travail. La psychologie de l'orientation, elle s'intéresse au parcours et aux transitions dans la construction de l'individu, dans sa relation avec le travail. Et la psychologie des organisations, elle, pour sa part, elle s'intéresse au fonctionnement des organisations du travail en tant que construction humaine dans lesquelles des individus ou des collectifs sont en relation. Du coup, ça permet, vu qu'il y a ces trois angles, de pouvoir s'intéresser, de pouvoir vous former à différents champs professionnels d'intervention, mais aussi de conseils. Donc, on vous retrouvez les exemples ici. Donc, ça peut être l'évaluation professionnelle, ça va être aussi les domaines de l'insertion et de l'intégration socio-professionnelle des publics qui pourraient être en difficulté. Ça va être aussi tout le domaine de l'orientation professionnelle. On trouve aussi la question ici de la gestion de carrière, de l'encadrement des salariés, la formation professionnelle aussi des adultes. C'est aussi des champs professionnels qui concernent le changement et les innovations organisationnelles. Et enfin, un champ aussi assez spécifique qui est la santé et la qualité de vie au travail. Cher à nos collègues. Donc, en termes d'insertion, si on parle vraiment de sortie métier, les étudiants qui sortent de ce parcours peuvent être indépendants ou employés dans des organisations qui peuvent être des organisations publiques, des organisations privées, à but lucratif ou non. Donc, tels que des cabinets de conseil. Les étudiants qui sortent de ce parcours peuvent être aussi employés dans des services de ressources humaines, dans des structures de services d'orientation et d'insertion professionnelle, dans des services aussi de santé au travail. Et bien évidemment, comme pour tous les parcours, ce sont aussi des étudiants qui peuvent après s'impliquer ou travailler dans le domaine de la recherche, mais là spécifiquement de la recherche en psychologie du travail, de l'organisation ou de l'orientation. Alors, concernant les principes de sélection pour le Master 1 concernant ce parcours. Donc, le dossier de candidature est sur la plateforme. Il y a une attention importante qui va être portée sur les intérêts et les attentes en matière de psychologie du travail, en matière aussi de maîtrise théorique et conceptuelle, de compréhension du monde social, politique, économique et actuel. Et d'ailleurs, vous verrez vraiment dans ce qu'ils nous ont demandé, il y a vraiment tout un travail de production et d'élaboration qui vous demande avec des références biographiques, etc. Ils souhaitent aussi voir dans les dossiers une ouverture au parcours c'est pas ce qu'ils souhaitent voir, c'est qu'ils sont attentifs aussi à l'ouverture à des parcours qui peuvent être atypiques, non linéaires et qui sont émaillés d'expériences personnelles ou d'expériences de travail. Donc, c'est-à-dire qu'à vous de bien mettre en avant vos spécificités. Alors, eux, ça va être le parcours qui va vous proposer un test de positionnement en ligne. Donc, une fois que les candidatures seront déposées, là, sur la plateforme, vous verrez arriver toutes les informations concernant ce test de positionnement, que vous pourrez faire de chez vous. Donc, tout sera en ligne. Et ensuite, il y aura des oraux de sélection qui seront faits sur mi-juin. Donc, comme pour le parcours de psychopathologie, qui a aussi des oraux, donc en parcours de psychologie clinique et psychopathologie, il n'y a pas de test de positionnement, mais il y a des oraux, seront convoqués à l'oral juste une partie des étudiants, bien sûr pas tous les étudiants, juste une partie des étudiants. Voilà.
Merci beaucoup, Katia. On enchaîne du coup avec Sylvie. Vous voulez bien du coup nous présenter les offres de services que vous proposez aux étudiants dans le cadre de leur candidature pour ces parcours? Donc voilà, j'ai fait aussi un très très court diaporama qui va peut-être voilà, vous Merci. apparaître avec deux petits éléments à retenir, mais qui va vraiment vous faire écho par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui. Et après, je présenterai deux ateliers, des ateliers à venir. Nous sommes intervenus il y a un petit peu plus d'un mois à la demande des associations étudiantes. Donc, vous allez voir que, ben, évidemment, le nombre d'ateliers s'est réduit, mais il en reste encore un petit peu. Mais certains d'entre vous y ont déjà participé. Voilà, donc ben, on peut passer à la diapo suivante. Donc, comme on vient de vous le dire, hein, une sélection dans une nouvelle formation, c'est une étape dans votre parcours, aujourd'hui dans votre parcours d'étudiant, mais que vous retrouverez peut-être à d'autres moments de votre vie d'adulte dans des transitions professionnelles. Et c'est une rencontre ben, d'un projet professionnel. Un nombre des enseignants responsables de formation hein, vous ont dit qu'ils s'attacheraient au projet professionnel que vous présenterez, mais aussi ce que la formation, évidemment, va vous permettre d'acquérir en termes de connaissances et de compétences pour parvenir à être le professionnel que vous désirez être. Et il recrute aussi une personne, donc vous. Donc, il faut aussi savoir parler de soi dans ce cadre-là. Voilà, on peut passer à l'autre. Et pour tout ça, eh bien, il y a un dossier et en fait, le dossier, c'est l'adéquation entre votre choix. Hein, vous, il va falloir que vous choisissiez certaines mentions, certains parcours, mais il faut aussi être choisi. Et donc, c'est ce dossier de candidature qui va vous permettre de donner tous les éléments et de valoriser vos atouts et vos expériences pour que vous puissiez être recruté dans la formation. Donc, pour ce faire, on peut passer à la diapo suivante. Pour ce faire, on propose des ateliers. Et alors, là, c'est écrit tout petit peut-être, je ne sais pas. Donc, en termes de webinaire, donc là, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il suffit de cliquer sur un lien et j'espère pouvoir vous montrer après par où passer pour trouver ce lien. Il reste 2 webinaires, donc un demain de 12h30 à 13h30, où là, c'est une forme descendante hein, et c'est les clés pour rédiger votre lettre de motivation. Et il y en aura un autre le 7 avril de 12h30 à 13h30. Il n'y a pas de jauge, donc vous pouvez y assister nombreux et on s'est arrangé pour répondre à toutes vos questions sur ces webinaires. Par contre, les ateliers, il n'en reste plus qu'un, c'est le 30 mars à 14h jusqu'à 16h30, hein, donc il faut participer à la durée totale de l'atelier, ce n'est pas une entrée et sortie libre, et ça se passera à Pessac. Je crois que c'est Madame Tapia qui faisait allusion à nos conditions un petit peu professionnelles et vous, de conditions étudiantes actuellement. Nous avons été obligés de nous relocaliser à l'espace réussite de Pessac. Hein. D'habitude, nous sommes sur le site de la Victoire. Nous gardons les mêmes permanences. Donc, les lundis, mardis, jeudis, de 13h à 17h30 et le mercredi en journée continue, de 9h à 17h30. Et nous avons des permanences CV et lettres de motivation, où là, vous pouvez venir entre 13h30 et 17h30, les mardis et jeudis. Nous nous sommes posé une question. La fin des dossiers doit être faite avant le 18 avril et donc ça tombe pendant une période de vacances. Donc, nous avons réfléchi, nous pourrions maintenir nos permanences pendant la période de vacances sur le site de Pessac. Il faudrait, par vos délégués, que vous nous fassiez remonter vos besoins. Et en fonction de ce que vous nous direz, on va essayer de s'organiser pour rester à votre service. Donc ça, ce sera à vous de nous faire cette demande-là.
Et si on passe à la dernière diapo, normalement, j'ai mis le lien pour pouvoir accéder, directement aux inscriptions. Donc, le webinaire, vous allez sur ce lien, vous allez, alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il fonctionne le lien ou pas? Je vais essayer. D'accord, merci. Ah oui, non, il va pas. Orientation stage. Sur le premier rond, exactement, sur la première ligne. Ensuite, sur nos ateliers webinaires. Et vous allez vous descendez sur la page. Voilà. Et là, vous avez toute notre offre de services, en fait. Et vous pourrez cliquer pour découvrir nos ateliers. Là, on ne va pas le faire, hein, mais pour découvrir nos webinaires. Et là, vous aurez sur chaque onglet directement les liens ou les procédures pour pouvoir s'inscrire si l'inscription est obligatoire. Vous aurez un récapitulatif de nos permanences et on vous a mis un petit kit bonus où vous aurez des fiches méthodologiques pour commencer à écrire vos projets ou vos lettres de motivation. Voilà, j'en ai fini. Donc, nous vous attendons à Pessac, puisque nous ne sommes plus à la Victoire pour l'instant. Et si vous avez des demandes spécifiques, vous pouvez nous les faire remonter par votre délégué. Vous trouverez notre adresse avec ce lien. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Sylvie. Merci beaucoup. Je vais remercier les collègues aussi pour leur présentation précédente, de nous avoir parlé de vos parcours de master et d'avoir surtout parlé aux étudiants. Nous, ça nous concerne un peu moins, mais merci pour ça. Merci pour aussi cet accompagnement que vous offrez à nos étudiants. Je proposais tout à l'heure de donner la parole maintenant aux étudiants, pour le coup, avec notamment des vidéos. Donc, on va suivre un peu la même rosace que tout à l'heure. Juste la première vidéo, il faut m'excuser, je ne suis pas arrivée à la télécharger directement directement sur le diaporama. Je vais aller la chercher, mais après, ça sera plus simple. Donc, on écoute d'abord des étudiants. Parcours cognition. L'enregistrement. Ouais, et à partir de maintenant, donc on va Ah oui, arrêter l'enregistrement puisque nous n'avons pas, nous n'avons pas demandé les autorisations aux étudiants pour être filmés et nous demandons s'il vous plaît à toutes les personnes présentes de ne pas enregistrer puisque les étudiants ont eu la gentillesse de faire ces vidéos, mais nous n'avons pas fait de droit à l'image. Donc voilà, on compte sur tout le monde. Vous n'enregistrez pas ce qui est présenté à partir de maintenant. Vous ne le diffusez pas. Alors, du coup, pour les questions. Quelles sont les attentes pour le projet de recherche en Master 1, population, hypothèse? Il est important de vous dire que pour les parcours qui demandent un projet de recherche, toutes les consignes sont données par parcours. Du coup, il n'y a pas de réponse unique à ça, donc soyez bien attentifs à ce que vous demande chaque parcours. Si un parcours vous dit qu'il faut des objectifs, une population, à vous justement de le justifier puisque c'est sur ça que vous êtes évalué. Si on vous demande une bibliographie, c'est qu'il faut préciser une petite bibliographie adaptée. Donc, regardez bien les consignes. Normalement, elles sont clairement données pour chacun des parcours. Est-ce qu'on peut utiliser le TE et le projet de TE fait en licence 3 pour le projet de recherche demandé en TER? Je laisse ma collègue Mathilde Dusquier répondre à cette question. Merci, chers collègues. Donc, en tout cas, concernant le parcours de psychologie clinique et psychopathologie, la réponse est non, de manière très claire. Vous avez un endroit dans lequel vous documentez l'abstract ou le résumé de votre travail de TE. On sait bien que votre TE, il est en cours de finition, il n'est pas complètement terminé, mais vous pouvez néanmoins résumer le travail que vous faites en TE. Le projet de TER de Master 1 est complètement distinct. Voilà. Donc non, on ne copie-colle pas les choses puisque ce serait insuffisant.
Ok, question suivante. Quelles sont les orientations théoriques du master psychologie clinique et psychopathologie? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, il n'y a pas une orientation théorique puisque justement le but, c'est de vous proposer différentes orientations théoriques. Donc, il n'y a pas d'attente particulière concernant cet élément. Ce qui est attendu, c'est une justification au regard d'une littérature actualisée, internationale, scientifique, pertinente au regard du sujet que vous voulez proposer. Ensuite, question suivante. Qu'est-ce qu'une attestation d'engagement étudiant? Donc ça serait pour les étudiants qui, par exemple, sont engagés dans une association ou autre. Ça, c'est vraiment à vous de mettre en avant votre profil. Donc là, on en vient à ce que nous disait notre collègue Sylvie Pellerin, c'est à vous de mettre en avant tout ce que vous avez pu faire dans votre parcours, au-delà de la dimension très académique. Vous avez aussi des expériences personnelles, professionnelles, d'engagement étudiant, associatif ou autre que vous pouvez valoriser. Donc voilà, c'est dans cet élément-là que vous pouvez à la fois le mettre dans vos profils de motivation et ça peut être aussi des courriers si par exemple vous avez fait telle ou telle chose ou tel contrat ou telle action, ça peut être sous forme d'attestation d'un employeur ou voilà, une personne d'une association ou autre. C'est vraiment à vous de mettre en avant ce qui vous semble important. Question suivante. Est-ce que l'on a accès aux différentes candidatures d'un même candidat? Donc là, votre question, par exemple, si je suis du parcours psychologie du travail, est-ce que je peux aller voir la candidature d'un étudiant qui aurait aussi candidaté à psychologie sociale? Oui, on a accès. Après, on a généralement suffisamment de dossiers à travailler pour pas aller faire le travail de nos collègues ou pas aller voir chez nos collègues. Mais techniquement, oui, on a accès puisque nous sommes la même mention. Question suivante. Lorsqu'il est inscrit qu'il faut répondre sous 48 heures ou 24 heures, cela concerne la réponse définitive, acceptée, ou l'une des 3 modalités, refusée, provisoire, acceptée. Donc nous, si on a bien compris, et je parle sous couvert de ma collègue Madame Benraal, oui, c'est pour toutes les modalités. La chose qui est spécifique, c'est pour, si vous acceptez quelque chose, vous avez le droit d'accepter une seule chose, un seul parcours. Pour le accepter provisoire, c'est aussi une seule chose. Voilà, ça, c'est ce qui est spécifique. Par contre, vous pouvez en refuser plusieurs. Par contre, sur les temporalités, là, c'est la même chose, quel que soit le type de réponse. Voilà, que ce soit pour l'accepter provisoirement, l'accepter ou le refuser. Ensuite, à quoi n'ai-je pas répondu? Les questions sur la poursuite d'études, peut-être, c'est ça? Oui, alors les questions sur la poursuite d'études, Véronique, j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Oui, en fait, on n'a pas de réponse à vous donner pour le moment parce qu'il s'agit d'une erreur de paramétrage de la plateforme. Voilà. Et donc, on a reçu aujourd'hui quelques informations, mais à confirmer, donc je ne vous transmettrai rien là-dessus. Donc, ne paniquez pas dans tous les cas. On a bien noté, on a déjà reçu plusieurs mails, mais c'est un problème de paramétrage de la plateforme. Dans tous les cas, pour le parcours développement, on ne demande pas d'attestation de poursuite d'études. Donc, le cas échéant, sauf si vous recevez des consignes contraires via la plateforme Mon Master, vous pouvez déposer un document vide puisque visiblement, la stratégie du tiret ne fonctionne pas. Voilà, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas sur cet aspect-là. On devrait recevoir en tout cas des réponses définitives du ministère rapidement. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là. Merci. Pour la question de la mobilité, comment mettre en avant une mobilité à l'étranger au S5, car ce n'est pas évident de le voir sur la plateforme. À vous de décider, comme tout ce que vous avez à valoriser, comment vous le mettez en avant. Ça peut être dans votre CV, ça peut être dans votre lettre de motivation, quand vous allez aussi en ressortir ce que ça vous a apporté. Et là, je me retourne encore une fois vers Madame Pellerin pour ne pas hésiter à aller savoir justement comment valoriser vos expériences. Ensuite, donc, pour les TER de main à remplir sur la plateforme Mon Master, doit-on réaliser un projet très abouti ou peut-on juste des thèmes? Non, c'est pas des thèmes. Hein, ça, donc, on vous a bien dit, et je redis, vous avez des consignes très précises. Quand on dit projet, c'est projet. Et généralement, il est précisé un objectif, une méthodologie, de la bibliographie. Clavier.
en psychopathologie pour le TER et l'aide de motivation, il est noté d'utiliser 3000 ou 2000 caractères, ce qui semble peu. Est-ce des mots ou des caractères? Donc, quand il y a écrit caractère, c'est vraiment caractère. Ça correspond vraiment en fait à un résumé court. Alors là, ça arrive vite. Le spectateur anonyme, je ne sais pas si vous êtes plusieurs, mais vous êtes très réactif. Est-il possible de réaliser une mobilité en master ou de faire un stage à l'étranger? Ça dépendra des parcours. Ce qui est important sur la question du stage, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a un titre français, si c'est un stage qui doit être validé pour un titre. Donc ça, c'est vraiment une spécificité importante. C'est que pour que votre stage soit un stage dit validant, il faut que ce soit un psychologue qui a 3 ans d'expérience et qui a un titre reconnu par la France. Il est demandé dans les documents à déposer pour les mentions à Bordeaux une lettre de recommandation. De quoi s'agit-il? Alors, pour les mentions à Bordeaux, alors sur Bordeaux, il n'y a qu'une seule mention, il n'y a pas plusieurs mentions, et du coup, ça va dépendre des parcours. Donc, tout ce qui est lettre de recommandation, quand les parcours vous le demandent, ce qui n'est pas demandé par tous les parcours, c'est encore une fois à vous de voir ce qui vous semblerait être pertinent de mettre en avant par rapport à ce que vous avez pu faire. Donc, certains, ça peut être des stages, d'autres, ça peut être des expériences professionnelles, d'autres, ça peut être dans le cas d'emploi étudiant ou de service civique. Vraiment, encore une fois, là, c'est à vous de mettre en avant ce qui vous semble pertinent quand c'est demandé par les parcours. Bonjour, le master de psychogérontologie propose un projet de recherche en groupe en master 1. Est-ce le cas dans d'autres masters? Dans les différents parcours qui sont là, alors attention, en groupe, ça veut dire qu'il y a quand même, chaque étudiant va rédiger son propre mémoire, c'est pas un mémoire de groupe. Par contre, c'est de travailler en groupe sur une recherche, mais par contre, chaque étudiant rédige son propre mémoire. Voilà. Après, selon les parcours, vous pourrez avoir des possibilités de proposition de thèmes plus ou moins précis. Vous verrez d'ailleurs dans le dossier de psychologie du développement, vous avez chaque enseignant qui est présenté avec aussi une bibliographie, des thèmes, c'est très précis. Vous avez d'autres parcours aussi qui vous présentera vraiment des thèmes une fois que vous serez pris très précis. Alors que dans d'autres parcours, ça sera des thèmes très, très larges, plus pour vous faire des séminaires un peu par grande thématique. Ouais, donc ça, c'est très variable et ça dépend des parcours. Mais il est important de bien différencier ce qui peut être l'exercice qu'on vous demande de sélection versus une fois que vous êtes rentré, tout le travail d'élaboration du mémoire, donc dit TER, qui peut être aussi très associé selon les parcours à des stages. J'ai parlé du vendredi qui était banalisé pour les stages. Est-ce pour tous les parcours de Bordeaux? Oui, sauf le parcours de psychologie sociale qui n'a pas de stage en Master 1, puisque le stage obligatoire démarre à partir du Master 2. Mais sinon, pour tous les 7 autres parcours, le stage est sur le vendredi. Vous avez des cours du lundi au jeudi. D'accord? Donc, c'est important à avoir en tête. Vous avez des cours du lundi au jeudi. Donc, ne vous engagez pas pour des stages sur les autres jours. Pour le parcours Master Clinique Patho, y a-t-il des enseignements sur les méthodes qualitatives en recherche? Alors, tout ce qui est méthodologie de recherche sont en commun à ce jour dans notre parcours. Donc, du coup, ce n'est pas spécifique Clinique Patho. Et vous voyez ça dans des UE communes. Et après, ce qui peut être possible, c'est que dans le cas de vos propres mémoire, donc vos propres TER, vous pouvez être amené à utiliser méthode qualitative. Du coup, on revient à l'idée de la formation à la recherche par la recherche, parce que c'est dans le cadre de vos mémoires que vous pourrez être amené à le faire. Pour les auditions du Master Clinique Patho, pouvons-nous avoir plus d'informations sur le déroulé, les attentes et le nombre de jurys? Alors, deux parcours font des auditions. L'équipe de travail, l'équipe de clinique. Pour l'équipe de clinique Patho, puisque là, ça concerne ça, il y aura 2 jurys en parallèle qui sont composés et de professionnels et d'enseignants-chercheurs titulaires. Et les attentes, ça sera de développer votre motivation. Et les consignes seront mises en ligne sur le site quand tout ça sera affiché. Mais ça sera en gros 10 minutes d'oral, de présentation, puis avec ensuite une discussion avec les membres du jury qui peut donner un petit peu sur tout. En gros, ça sera quand même surtout la motivation. Ensuite, concernant les masters en alternance, peut-on postuler pour le même master à la fois en alternance et en parcours classique? Nous n'avons pas de master en alternance à ce jour sur Bordeaux, au niveau psychologie. Faut-il mettre une photo sur nos CV?
ou est-ce plutôt déconseillé? Sylvie peut peut-être répondre à cette question. Oui, nous avons un atelier sur cette thématique. Je demande aux étudiants de nous contacter directement. On ne va pas répondre là. Ok. Alors, j'essaie de suivre le fil. Pour le master de psychologie sociale, la recherche est une option, point d'interrogation, ou quand est-ce qu'on décide si on veut faire de la recherche ou pas? Alex? Alors on décide en fin de Master 1, en fait, hein, en allant rencontrer les enseignants qui peuvent encadrer des masters de recherche. Ça se fait dans la discussion avec un enseignant, quoi. Pendant le Master 1 ou en fin de Master 1, discuter avec un enseignant qui peut encadrer et proposer un projet de recherche, se mettre d'accord dessus. Voilà. Mais je pense que c'est pareil pour les autres, non? Exactement. C'est pareil pour les 8 parcours, en fait, je pense. Ouais, tout à fait. Quel document peut-on fournir à la place de l'attestation de stage si notre stage n'est pas encore terminé? Ben, aucun. Il est demandé un justificatif pour les expériences professionnelles. Est-ce qu'il s'agit d'une fiche de paie ou d'un autre document? Non, encore une fois, le justificatif, ça peut être à vous de mettre en avant si c'est dans la partie vraiment pour valoriser votre expérience, à vous décider de ce que vous voulez mettre. Et souvent, vous verrez que ce n'est pas obligatoire. C'est plutôt l'idée de valoriser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas? Une étudiante. Les étudiants ayant fait la licence à Bordeaux ont passé une certification PIX. On nous avait dit qu'elle pourrait être utile pour les candidatures. Savez-vous où nous pouvons déposer la certification? Souvent, vous avez des éléments de certification complémentaires. Sinon, surtout, il s'agit de l'écrire dans votre CV, votre niveau. Oui, je pense que CV, c'est une bonne idée pour valoriser ça. Ouais, CV, c'est comme l'endroit où vous pouvez le mettre. Savez-vous si les entretiens pourront se faire en visio, surtout la neuropsy clinique? Il n'y a pas d'entretien pour la neuropsy clinique. Pourquoi ne pas banaliser plusieurs semaines de cours pour les stages de master? Donc là, c'est une question pédagogique qui est un choix à l'heure actuelle de l'Université de Bordeaux. Et j'ai l'impression d'avoir répondu à peu près tout. Oui, Mathilde? Oui, j'ai une question. J'ai reçu au moins 3 mails aujourd'hui qui me posent la même question, à savoir quand je suis sur mon master, ils essayent de remplir le dossier et on leur dit s'ils ne sont pas concernés de mettre un tiret et ça ne fonctionne pas. On a déjà répondu à cette question durant la présentation. D'accord, ok, parce qu'il n'y a pas plus tard que 1 minute, j'en avais encore un autre. Donc, ouais, merci. alors là, ça sera important de répondre à ce que nous avons dit là-dessus. Et c'est pour ça aussi que c'est important de venir à ces forums. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Il y a effectivement une erreur et nous attendons que le ministère nous explique comment résoudre ce problème-là. Peut-être la question sur la mobilité en master. Est-il possible de réaliser une mobilité en master ou de faire un stage à l'étranger? En fait, en master, il est possible de faire une année avant l'entrée en master, qui est donc une année de césure. Et donc, vous pouvez candidater dès maintenant, mais vous candidatez en même temps sur cette année de césure, en même temps dans le master. Et donc, vous êtes pris dans votre année de césure et éventuellement en même temps dans le master, mais donc du coup, vous ne rentrez en master que l'année suivante de votre année de césure. Donc, c'est la manière la plus facile, en fait, d'articuler une année à l'étranger en même temps que votre master, de postuler pour cette année de césure, mais il faut bien postuler pour une candidature en master en même temps. Oui. Sur la question des places, effectivement, c'est important de préciser. Quand vous regardez sur la plateforme, parfois, il y a écrit qu'il y a 12 places, ce qu'on appelle, nous, l'école, c'est un mot magique, versus, en fait, il y a 15 places réelles. C'est parce qu'en fait, il y a un différentiel qui concerne les candidatures, par exemple, pour les personnes qui passent par
les candidatures des personnes étrangères ou les personnes redoublantes. Donc, il peut y avoir un écart. Donc, c'est pour ça aussi qu'en début de présentation, je vous ai remontré tout ce qui est des capacités d'accueil, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qu'il y aura définitivement dans les parcours. Voilà. Alors oui, si vous avez envie de faire un stage à l'extérieur de Bordeaux, c'est tout à fait possible, mais je rappelle, les cours sont en présentiel, les cours sont obligatoires, et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir de votre côté à ce que ça signifie pour vos allers-retours, de faire un stage en dehors ou un petit peu éloigné de votre lieu d'université. Il y a une question sur la position dans la liste d'attente. Est-ce les étudiants auront accès à leur position sur liste d'attente? Je ne sais pas si Katia ou Dorothée, vous savez ça. Dorothée, ton micro est coupé. Ouais, Dorothée. Ouais, il me semble que oui. Mais pas sûr. Non, mais non, je ne peux pas m'avancer, mais je suis à 90% sûre que oui. A priori, c'est ce qu'on nous avait dit. Et si on prend le fait que ce sont les mêmes personnes qui ont construit cette plateforme que ceux qui ont fait Parcoursup, et sur Oui, Parcoursup, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Donc, mais ça, on n'a pas forcément plus d'informations que celle-ci. Alors, une question qui est réitérée, apparemment, on n'a pas répondu. La taille du résumé du TER pour le parcours clinique hépato? Si, elle est demandée. Justement, c'était en caractères, puisqu'on a déjà répondu tout à l'heure à la question que justement le nombre de caractères paraissait trop petit et trop court. Donc, ça correspond vraiment à un résumé court. Les 2000 et les 3000 caractères, ça correspond à un résumé court, c'est à peu près 250 mots, ça correspond. Si, ça vous avez tout est bien expliqué. Les auditions seront en visio. Les promesses de stage sont-elles un élément important pour les candidatures à Bordeaux? Tout ce qui vous est demandé est important. En fait, tout ce qu'on vous demande, si on vous le demande, c'est que c'est important. Donc après, a priori, il y a très peu d'étudiants qui vont répondre parfaitement partout. Voilà. Donc, dites-vous qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas apporter ou montrer, ça va être compensé par une autre chose. Mais si on vous le demande, c'est que c'est important. Après, les promesses de stage, on sait bien sûr, l'idée, c'est pas de harceler les psychologues sur le terrain, c'est l'idée d'être déjà vraiment au travail pour être capable d'élaborer un projet de recherche de stage, d'avoir le nom des contacts des psychologues, etc. C'est-à-dire de vraiment vous mettre au travail. La rentrée arrive très vite et les stages, ils commencent d'emblée. Voilà, donc c'est aussi pour vous mettre au travail sur ces recherches-là. Il y a une question sur les personnes réorientées. Est-ce qu'on peut le préciser, car les examens du S1 de L1 avaient été effectués au rattrapage, il n'y a donc pas eu de CC. Oui, on a bien conscience que vous n'avez pas un profil type avec à remplir toutes les cases partout. Donc, dans votre lettre de motivation ou votre CV, on va voir les réorientations. Donc, on ne s'attend pas à ce que toutes les cases soient remplies. Il n'y a pas de profil type avec toutes les cases cochées. On comprend ça, en fait. Il faut juste le mettre quelque part qui vous semble un endroit opportun dans le dossier de candidature pour qu'on puisse suivre, mais on va pouvoir repérer ça dans vos dossiers. Est-ce que vous pouvez me rassurer, spectateur anonyme, vous n'êtes pas tout seul? Vous êtes beaucoup trop rapide dans vos questions, parce que moi, j'arrive pas à suivre qui est spectateur anonyme. Rassurez-moi, vous êtes 200 derrière. Oui, alors, vous demandez une biographie, ça doit être fait en 2000 caractères. On n'a pas dit qu'on demandait l'ensemble de la biographie de tout le TER. On a dit vous devez justement faire une biographie significative. Voilà. Donc, ça peut être 2-3 références, c'est à vous d'en décider, mais qui sont significatives par rapport à ce projet-là. Ça permet de voir justement, est-ce que vous êtes en mesure d'avoir des bibliographies en adéquation avec le thème. Et bien évidemment, ça ne sera pas toute la bibliographie. On peut peut-être répondre à la question. Il y a plusieurs anonymes, merci, ça me rassure. Est-ce que la promesse de stage doit nécessairement être en lien avec la population que nous souhaitons étudier pour le TER? Alors, je ne sais pas pour quel parcours c'est, mais en tout cas, pour le parcours psychopatho, c'est désolidarisé en fait. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire votre TER en lien avec votre lieu de stage. Ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, si vous avez du mal à trouver un stage, n'essayez pas déjà d'emblée de l'articuler avec votre TER. En plus, il faudra que votre TER soit revalidé par la suite. Je ne sais pas pour les autres parcours si c'est plus important, mais si la question concerne celui de psychopatho, c'est plutôt ça. Pour le parcours développement,
le mémoire de M1 est totalement sans lien par rapport au terrain de stage. Il y a peut-être une question importante sur les stages en libéral. Peut-être, Katia, tu veux bien, est-ce qu'on peut faire un stage en libéral en M1? Est-ce que ça compte pour le titre? Peu. Alors, ça va dépendre des parcours. Nos collègues de psychologie du développement vous ont dit niet. Pour les collègues de psychologie clinique et psychopathologie, et j'inviterai mes collègues des autres parcours à venir compléter, il est important de faire un stage en institution. Le libéral peut venir compléter pour aller voir une spécificité ou autre. Et du coup, souvent, ce qui est validant, c'est à peu près, par exemple, quelque chose comme 50 heures, enfin très peu d'heures, parce que ça vous aura permis une ouverture. Mais on n'attend pas du tout que ce n'est pas un stage tel qu'on considère d'avoir la possibilité de faire des réunions d'équipe, de travailler sur le pluriprofessionnel, de voir une diversité aussi dans les missions du psychologue. Alors peut-être que je peux prendre juste la parole pour rebondir pour dire que pour le parcours neuropsychologie clinique, le mémoire n'est pas forcément en lien avec le lieu de stage parce que ce n'est pas forcément toujours possible. Donc ça n'est pas du tout obligatoire. Et puis pour les stages en libéral, évidemment, ce n'est pas une priorité. On préfère les stages en institution. Maintenant, on fait face à une réalité du terrain qui fait que les stages en libéral peuvent aussi être acceptés. Mais ça ne doit pas constituer l'essentiel des heures de stage sur la durée du master. Juste, Antoinette, tant que tu as la parole, est-ce que tu peux répondre à la question? Il y a apparemment sur le parcours neuropsychologique à Bordeaux, les modalités, c'est dossier et entretien. Tu peux confirmer que tu n'as pas d'entretien? Je n'ai pas d'entretien. J'ai déjà répondu à plusieurs mails dans ce sens et je ne sais pas d'où vient l'information. Non seulement il n'y a pas d'entretien, mais il n'y a pas non plus d'enseignement à distance. C'est une question qui m'est souvent posée. Je ne sais pas d'où vient l'information, mais ce n'est pas une bonne information. Pas de formation à distance et pas d'entretien pour la sélection à l'entrée du master. Pour les personnes qui arrivent réorientées en L3 de psychologie, doit-on joindre nos bulletins des années précédentes? Oui. Oui. La promesse de stage par le psychologue, elle demande à être signée par le psychologue. Là, on ne parle pas de document de convention de stage, donc on parle d'un engagement du psychologue à vous accompagner. Donc, c'est le psychologue qui compte. Est-ce qu'il y a un document officiel à remplir pour une promesse de stage? Ça va dépendre des parcours. Il y a des parcours, oui, qui vous font une demande spécifique avec un document spécifique, et il y a des parcours, c'est vous qui pouvez décider. Donc, encore une fois, c'est une réponse par parcours, là. Est-ce utile de préciser un potentiel handicap? Alors, je ne sais pas si c'est utile. En tout cas, c'est proposé par la plateforme dans les premiers éléments, comme la question des sportifs de haut niveau, etc. Donc là aussi, ça va dépendre des parcours. Après, c'est surtout une histoire d'organisation une fois que les étudiants sont pris, puisqu'on a des services spécifiques qui peuvent réfléchir. Alors, s'il y a des problématiques de salle, pour des handicaps, par exemple, physiques, ou besoin de preneurs de notes pour des personnes qui ne pourraient pas prendre leurs notes, etc. Ok, donc on entend ce que vous êtes en train de nous dire pour neuropsychologie clinique, l'histoire de l'entretien. On va aller revérifier. Pourtant, on a eu l'impression d'être... Excuse-moi, il y a une autre question aussi sur le projet de recherche à déposer, mais on ne demande pas de projet de recherche. Donc, c'est peut-être aussi une erreur. Je ne demande pas de projet de recherche. Donc, je ne comprends pas bien d'où ça vient. Ok, on va refaire le point. Pourtant, on a vérifié tout un tas de fois. Oui, on va refaire le avait... point, mais en tout cas, on vous dit bien aujourd'hui, là, à cette réunion de forum, que le parcours de neuropsychologie clinique ne fera pas d'audition et le parcours de neuropsychologie clinique ne demande pas... ça y est, je me suis perdue toute seule. De projet de recherche. De projet de recherche, merci, pardon, excusez-moi. Alex, tu peux répondre, s'il te plaît, sur la question sur la psychologie sociale. Est-ce que la recherche en psychologie sociale, c'est un parcours cumulable avec le parcours professionnel ou c'est deux choses distinctes? Mais avec ton micro.
Oui, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est dans tous les parcours pareil. En fait, c'est en fin de Master 1 que l'étudiant choisit l'option recherche ou professionnelle. En fin de Master 1. Généralement, des idées viennent chez les étudiants en cours de Master 1. Et certains le savent avant, mais des fois, ils changent d'avis. Donc, voilà. Quelqu'un peut expliquer l'année de césure? Apparemment, je n'ai pas été claire. Alors, oui, juste, je reviens, excusez-moi, je reviens. Donc, merci beaucoup, Madame Benraal, qui vient de vérifier tout de suite là sur la plateforme Mon Master. Le projet de recherche n'est pas demandé pour le parcours de neuropsychologie. OK, et l'année de césure? Ouais, sur l'année de césure, vous avez toutes les informations sur le site internet de l'Université de Bordeaux. C'est une page extrêmement bien renseignée. Donc, il faut aller sur le site de l'Université de Bordeaux. Vous allez avoir toutes les informations sur la procédure, le calendrier, le dossier à constituer. Et attention, en fait, il faut constituer votre demande de dossier de césure. Alors, je crois de mémoire pour le semestre d'automne, c'est au courant mai. Ensuite, il y a une autre période pour le semestre de printemps. Et il faut faire la demande en parallèle, en fait. Et vous pouvez faire une demande de césure, soit sur la première année de master, soit, et c'est le cas, par exemple, cette année, nous, dans le parcours développement, entre le M1 et le M2. Mais dans tous les cas, il faut faire la demande en parallèle. Donc, vous avez toutes les informations sur le site de l'Université de Bordeaux sur ce sujet. C'est une page qui est plutôt très bien renseignée. Alors, comme le disait M. Jobard tout à l'heure, il n'y a pas, tu me corriges, hein, Gaëlle, mais il n'y a pas de projet de recherche qui est demandé pour le parcours cognition et cerveau. Voilà, il me semble qu'on a répondu, a priori, on a vraiment essayé de répondre au maximum à toutes les questions. En tout cas, je vois qu'il y a des questions qui reviennent. L'enregistrement de notre présentation sera sur la chaîne YouTube de l'université. Pour ce qui est des questions, on va voir si on arrive à les accoler. En tout cas, la présentation y sera. Les sites importants Internet à aller regarder, donc c'est Mon Master, et regardez bien parcours par parcours, parce que chaque parcours ne demande pas la même chose. Au vu des éléments que vous nous avez dit, on va aller vérifier tout ce que vous avez dit, mais voilà. Et autre site Internet important, le site de la faculté de psychologie de l'Université de Bordeaux, dans lequel sont présentés les parcours, les enseignements qui sont détaillés avec voilà, des précisions, et vous trouvez aussi le nom des équipes. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi dans nos affiliations des laboratoires de recherche. Ça vous aide aussi à préciser et de voir les thématiques sur lesquelles on va vous accompagner et vous former au sein de notre université. Sur ce, je remercie encore une fois beaucoup les collègues de s'être mobilisés, d'avoir été présents, donc tout le monde. Et les étudiants aussi qui sont mobilisés. Voilà, et merci aux étudiants présents. Et puis, bonne chance pour la suite, pour vos projets. Au revoir. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup à vous. Peut-être une dernière chose, si les étudiants ont des questions, qu'ils passent par leur délégué pour résumer toutes les questions, qu'on ait un seul, quand je dis on, les responsables de parcours, que vous ayez un seul interlocuteur qui puisse vous transmettre des questions s'il en reste à l'issue de cette présentation. Merci à vous. Merci aux étudiants et merci à tout le monde d'avoir participé. Bonne fin de journée.